vous n'êtes pas prêt de découvrir la puissance du tout nouveau modèle de ChatGPT 5.4, je vous assure que c'est simplement extraordinaire ce qu'on peut arriver à faire, mais il y a aussi des choses à savoir, les erreurs à ne pas commettre avec ce modèle, et malheureusement, il y en a. C'est tout ce qu'on va donc aborder dans cette vidéo, comment utiliser ChatGPT 5.4 mieux que 99% des gens, et je vous assure, vous n'êtes pas prêt de vous en remettre. Avant de vous parler des particularités de ChatGPT 5.4, je vais vous montrer comment il faut s'en servir absolument. Oubliez complètement l'interface chat. Ce système-là, c'est révolu, c'est dépassé. Pour l'utiliser aujourd'hui, il faut que vous alliez dans l'interface Codex. Juste à gauche, vous allez cliquer sur Codex, télécharger l'application, l'installer. Elle existe pour Mac et pour PC. Et je vais vous montrer la petite merveille de ChatGPT 5.4. Si vous voulez automatiser votre travail, vous avez le premier concurrent de Claude 4.6, un très sérieux concurrent qu'il faut que vous appreniez à utiliser. C'est une interface qui est déployée en local, ce qui veut dire que vous allez pouvoir travailler avec vos fichiers. Qu'est-ce que ça change ? Premièrement, on va pouvoir choisir les modèles en choisissant le modèle le plus adéquat pour faire une tâche. Et là, il va falloir comprendre quelles sont les différences entre un 5.4, un 5.3, un 5.2. Parce que oui, au final, ce n'est pas toujours le dernier modèle le meilleur. C'est ce que vous allez découvrir. Non pas que ChatGPT 5.4 ne soit pas bon, mais plutôt qu'il va coûter relativement cher pour certaines tâches. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Le système peut être cadré en termes de raisonnement. Le raisonnement a plusieurs impacts sur les chaînes de pensée, sur la capacité d'exécution de tâches complexes, mais aussi sur la capacité à effectuer des tâches en alignement. Je vous en parlerai également. Alors, c'est une vidéo qui est proche d'un niveau consulting. Je vais essayer de vous donner un aperçu de moi, ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer en comprenant le monde de l'IA, c'est quelles sont les limites des modèles, comment on peut les utiliser en entreprise et quel type de solution on peut apporter aux professionnels. Alors, installez-vous confortablement et pour pouvoir l'utiliser, il va vous falloir un compte plus et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Utilisez un compte plus et trouvez toutes les meilleures méthodes pour l'utiliser comme un pro. Si tu fais partie des 85 personnes qui n'ont jamais eu de compte plus ChatGPT, eh bien c'est le moment d'en prendre un. Pour cela, tu peux te rendre sur cette page et dans l'interface AI Tool, tu auras la possibilité de trouver les meilleurs tarifs. C'est là d'ailleurs que je prends pas mal d'abonnements, dont ChatGPT, ChatGPT Pro, Claude Pro et Claude Max. Si tu veux retrouver l'adresse, je l'ai mise juste en dessous et tu auras bien sûr une seule chose à faire, t'inscrire immédiatement pour recevoir les bases de l'IA, apprendre à utiliser l'IA. Aujourd'hui, je te le dis très clairement, moi ça fait déjà bien longtemps que je vous le dis, l'IA c'est pas une option. L'IA, faut arrêter de regarder ces tutos qui te font perdre du temps. Aujourd'hui, ton temps a de la valeur et c'est exactement pour ça que je vais te montrer comment l'utiliser. L'interface Codex va permettre de paramétrer en fonction de tes besoins le bon modèle, le bon système de raisonnement, mais on peut aller plus loin. Avec la fonction barre oblique, tu vas pouvoir travailler en système fast. Le système fast, c'est ce qu'on appelle un système à haute inférence. Je t'en ai parlé dans une vidéo juste en dessous, va la regarder si tu veux, ça s'appelle Cerebras. OpenAI a passé un accord en fait avec une plateforme de TPU où tu as des TPU qui font quasiment 1 mètre carré. Donc ce sont des processeurs qui sont mis sur des plaques d'or et de silicium cuivre et on a multiplié la puissance de ChatGPT x 2000. Et pour le grand public, ils offrent la possibilité d'avoir une vitesse x2. Alors comparé à ce que tu as sur le chat, c'est pratiquement du x10 en termes de vitesse. Donc la vitesse d'exécution est simplement incroyable. On a bien sûr la fonction MCP et on va parler tout à l'heure du fonction plan. L'interface latérale au niveau paramètres, ce que je te conseille de faire au démarrage. Premièrement, découverte du modèle d'interface, tu as la partie configuration. Dans les configurations, tu vas découvrir qu'on a une nouvelle fonctionnalité chez ChatGPT. Ça tombe bien, je t'ai fait plein de vidéos en description. Et bien sûr, tu as les cours où je vais vraiment en profondeur et je te montre toutes les étapes pour pouvoir l'utiliser dans le monde professionnel. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arrêter de bricoler avec l'IA et de commencer à l'utiliser vraiment pour le bosser. D'utiliser donc les fonctions de skill, comment on génère les skills, comment on les optimise, comment on fait des workflow skills pour ton entreprise et ton business. Et OpenAI a été très malin. Ils utilisent carrément le répertoire de Claude pour utiliser les skills. Donc le principe de fonctionnement est identique. Tu auras en description les skills Claude, le principe est le même. Dans la fonction personnalisation, c'est ici que tu vas mettre en fait les fonctions de prompt system. Attention, pas de custom instruction là-dedans. Fais pas ça. Je te le conseille pas en tout cas. Là-dedans, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'initialise la fonction projet en lui donnant une date de répertoire.
Quand tu vas bosser, tu vas pouvoir écrire des informations sur ton ordinateur. C'est ça aussi la puissance. Donc, chaque fois que je commence à lancer une tâche, le modèle, la première chose que je lui dis, tu initialises ton projet, tu lances un répertoire de travail et tu m'écris le jour, la date et l'heure de démarrage. C'est capital et ça change tout parce que tu vas bosser directement sur tes documents. Le système 5.4 a besoin d'un répertoire. Donc, c'est ici que tu définis un projet de répertoire où tu vas indiquer la zone de travail. Souvent, tu vas avoir besoin d'installer des librairies. Alors, quand tu as besoin d'exécuter du code, il y a un environnement virtuel que tu vas créer au démarrage. Il va te dire, veux-tu créer un environnement virtuel? Tu vas activer. Mais très souvent, tu as besoin d'utiliser aussi du code Python. Donc, pour cela, parfois, il est préférable d'utiliser l'accès complet à ton disque. Alors, je sais que ça inquiète certains, mais c'est la seule manière de pouvoir parfois installer des fonctions complémentaires et le reste du temps tu mets en autorisation et si tu vois que tu ne peux pas installer tes librairies, tu passes en accès complet. Voyons maintenant comment on va s'en servir et on va comparer le mode chat avec le mode codex. Premier élément, si tu veux activer la fonction rapide, il suffit de basculer sur barre oblique, aller dans la fonction fast. Tu as la fonction fast qui sera activée par défaut avec le petit éclair qui sera à côté de ChatGPT 5.4. Je le mets en mode de raisonnement moyen. La première chose pour bien utiliser ChatGPT, c'est d'activer son système de raisonnement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT d'effectuer un comparatif entre ChatGPT 5.2 et 5.4, les différents substantiels et de répondre en un format structuré. Donc, de lui demander de faire un plan. Cette fonction plan, on peut l'activer dans l'interface de Codex en intégrant la fonction barre oblique plan. La fonction juste ici va permettre d'activer la fonction plan, lancer ton prompt. L'objectif en fait de la fonction plan, ça va te permettre de faire en sorte que ChatGPT compare son système de raisonnement et te dise comment il a été entraîné. Il va te dire quelles sont les meilleures étapes pour arriver à l'objectif que tu souhaites atteindre. Attention, la fonction plan, c'est un petit peu un système auto-drivé. C'est lui qui va choisir les étapes. En d'autres termes, s'il a été entraîné pour la tâche, ça va s'effectuer de manière extrêmement efficace. En revanche, si tu as besoin de plus de précision, il va falloir que tu aies des compétences en prompt engineering. Ça tombe bien, tu es sur la chaîne et c'est exactement là que tu vas apprendre à comment t'en servir. Premier résultat, tu te rends compte que le modèle à droite a déjà terminé l'intégralité du plan et il est prêt à agir en me disant « Veux-tu qu'on mette en œuvre ?» On est encore en train de rechercher les sources pour effectuer le plan sur l'interface chat, alors qu'ici on a déjà terminé. Quand je te dis qu'on est 10 fois plus rapide, c'est le gros minimum. Ce qu'il faut arriver à comprendre aussi avec ChatGPT 5.4, et je vais t'en parler immédiatement, mais je te donnerai des exemples plus précis, c'est qu'il n'est pas très bon en prompt engineering. Mais vraiment pas très bon. Je te le montrerai tout à l'heure. Reste jusqu'au bout et je vais te montrer le gros danger avec ChatGPT 5.4. Lorsqu'il a défini le plan, il y a différentes étapes. Ce qui manque au premier coup d'œil, c'est que dans son mode de fonctionnement, il n'a pas défini ce qu'on appelle une matrice de calcul. Dans cette fonction, on peut donc lui donner des modifications. Et ce qui n'est pas intéressant, c'est qu'on va le faire en deux temps. Ça me permettra de te montrer qu'il y a la possibilité d'intégrer une fonction de digestion du prompt. Je te montre. Pendant que ChatGPT est en train de finir la première question et qu'on a déjà fini depuis un moment, je vais donc soumettre ma requête, je vais taper un deuxième prompt derrière et je vais l'envoyer. Et ici, tu vas avoir la possibilité d'envoyer un autre prompt et de le faire directement intégrer en cours de discussion, ce qui va permettre en fait d'enchaîner sur le modèle une nouvelle action directement dans l'interface de ChatGPT. Donc, il est capable de récupérer une information, de l'intégrer, de revenir en arrière et de reprendre le travail en cours. Il a refait un deuxième plan avec les indications et ensuite il a intégré la modification que je lui ai demandé de faire. Il a redigéré tout le travail et il a repris son travail en cours et il le refait pour la troisième fois. Ça permet en fait un très grand niveau de contrôle et on est vraiment sur un déploiement de type professionnel. Alors ce que je t'ai pas montré, mais je vais te le montrer immédiatement, c'est que pendant qu'on parle, le modèle a préparé le plan de travail. Il a commencé à importer les librairies pour pouvoir générer les rapports avec une vitesse absolument incroyable. On a donc le plan complet pour effectuer un rapport comparatif entre ChatGPT 5.2 et 5.4. Ce que je vais lui demander, c'est d'exécuter toutes ces étapes de manière complètement autonome, de me formater un rapport et de mettre en œuvre le plan, donc d'exécuter du travail. Au moment où en fait on va valider, il va appliquer ce que je t'ai montré au tout début, le prompt système, où il va générer dans son répertoire de travail une zone de travail où il va formater à la date du jour. Donc on va avoir un nouveau folder qui va se créer dans le répertoire et c'est dans ce répertoire
répertoire qu'il va commencer à travailler. On peut donc lui déléguer des tâches séquentielles en l'organisant voilà, le folder vient de se créer et il va créer en fait une mémoire temporaire. Cette mémoire va être un système log et un système task. Les logs pour les entreprises, ça permet de suivre quand est-ce qu'une tâche démarre, quand est-ce qu'elle se relance, s'il y a eu des bugs au niveau du fonctionnement. Et ChatGPT 5.4 va utiliser l'interface task pour la mettre à jour et indiquer quelles sont les différentes étapes de processing pour obtenir l'objectif qu'il s'est fixé. On a une machine de travail, on a localement une machine de travail qui me dit, voilà, j'ai effectué l'étape d'initialisation du projet, j'ai collecté les sources, il est en train de collecter toutes les informations en parallèle que je suis en train de te parler. Ensuite, je vais rédiger le rapport, je vais générer un docx et je vais contrôler mon fichier avant de le livrer. Tout est en train de se faire à une vitesse simplement incroyable. On aurait pris 45 minutes de l'autre côté, on est en train de prendre quelques minutes à peine avec ChatGPT 5.4 en déploiement sur l'interface Codex. C'est simplement une des machines les plus impressionnantes et il faut dire que OpenAI a frappé très fort. Le modèle met à jour immédiatement son log, son avancement, il va nous générer le rapport dans l'interface, le rapport docx complètement formaté et mis en page dans le rapport général et il va nous le sauvegarder dans sa zone de travail. Alors, les conseils que je peux te donner au niveau du prompting. Oublie complètement ce que tu as pu voir depuis 3 ans sur les réseaux, mais vraiment complètement. Les prompts qui marchent sur toutes les IA, ça n'existe pas. Les prompts parfaits que tu entends à droite à gauche, ce sont des gens qui sont en train de te faire du marketing. Ce qui marche, c'est comprendre quelles sont les différences des modèles, comment on instruit des instructions système et comment on fait exécuter du travail à l'IA. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Le rapport a été terminé. Il nous a mis un rapport en format Markdown qui est de plusieurs pages sur lequel on a le comparatif et l'ensemble du contenu, mais c'est pas fini. Le modèle va même à mettre en page le document final, te présenter le rapport qu'il vient de développer et on a le rapport comparatif qui a été mis en page dans un fichier Word avec une dizaine de pages. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a une application qui s'appelle le GDPval. On va en parler à la suite de la vidéo, mais en fait, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le GDPval, c'est des fonctions qui ont été apprises à l'IA pour lui permettre d'exécuter des tâches de type humaine. Ça veut dire que si maintenant, dans ma mise en page, j'ai besoin de générer une table des matières, j'ai juste à cliquer table des matières, tout s'est mis en place. Pourquoi ? Parce que le modèle a été entraîné à générer l'ensemble des documents en se basant sur les meilleures pratiques d'entreprise. Donc, il sait déjà, et il a déjà pré-enregistré dans le formatage, tout le chapitrage, toute la structure, ce qui rend extrêmement fluide et efficace le mode de travail. C'est quasiment fini de revenir sur les documents de ChatGPT. Aujourd'hui, on a pratiquement du produit fini qui t'arrive entre les mains. Premier constat, on a vraiment une machine à travailler. On est passé d'un chatbot de discussion à un système agent IA qui est capable d'exécuter du travail. Alors, tu vois que pour cette structure ici, je n'ai plus de fonction de raisonnement. Je suis sur une fonction qui s'appelle une fonction exécutive. La méthode pour arriver à bien prompter, c'est déjà de fonctionner sur une structure en Markdown. On a une structure avec des blocs d'exécution où je demande à ChatGPT de faire maintenant une présentation PowerPoint. C'est encore une fonction GDPval. Je te mettrai une vidéo juste en dessous avec celle de Cerebras pour que tu comprennes aujourd'hui que ça fait déjà un moment que ce que tu as là sous les yeux, c'est une machine à exécuter du travail pendant des heures. Et à la vitesse aujourd'hui à laquelle on va sur des systèmes de très haute inférence qui permettent d'exécuter peut-être 8 à 12 heures de travail en moins de 15 minutes. Ce qui est important dans ta structure de prompt, c'est de définir la fonction de chaque bloc. Comment est constituée la slide ? Quelle est la référence graphique ? Quelle est la typographie ? Quel est ton format de sortie ? Où est-ce que tu vas intégrer les images et les logos ? Je lui ai demandé d'intégrer des images, des logos, de définir un code couleur sur l'ensemble du contenu des slides. Et tout ça, ça va être respecté, mis en page, formaté. Et il va apparaître en quelques minutes un PowerPoint d'une dizaine de slides sur le comparatif de ChatGPT 5.4 et du comparatif de ChatGPT 5.2. C'est-à-dire que le modèle va être capable d'aller rechercher ses propres images, son propre logo, le télécharger, le détourer, le nettoyer, l'intégrer, bref, tout ça en système complètement
automatisé. Alors on va parler quand même d'une chose pendant qu'il est en train de travailler, c'est la partie de consommation. Tu as une fonction qui est limite fréquente restante et c'est ici que tu vas voir en fait ce que tu consommes. Le point positif, c'est que par rapport à Claude, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir 10 fois plus de crédit qu'avec Claude. Alors, faut-il choisir ChatGPT, faut-il choisir Claude? Le débat dépend un petit peu de la longueur des contextes et de la précision que tu veux. On va en parler après parce qu'il a aussi des points faibles. Et ça, il faut en parler. Il n'y a pas que des choses positives. Pendant qu'il est en train de travailler et que tu vois qu'il a téléchargé le logo d'OpenAI, qu'il a généré le code Python pour exécuter le PowerPoint et mettre en forme le content, il va mettre à jour toutes les tâches. Donc, je vais ouvrir le rapport de tâches pour te montrer qu'en arrière-plan, c'est un système à travailler. Il a généré le docx, livré et clôturé la première partie du travail. Et maintenant, il nous a fait un comparatif, tout est terminé, avec une nouvelle fonction task. Alors, les fichiers MD, vous allez les ouvrir avec le bloc-notes, ça sera plus facile à lire. Et vous avez à nouveau, je vais initialiser un projet, je vais créer une présentation PowerPoint, je vais clôturer, je vais fermer le projet et une vérification du système de fonctionnement. Donc, ce système-là va permettre complètement de cadrer le modèle. Donc, c'est une façon complètement nouvelle de travailler. Mais dans les cours et dans les formations que vous avez en description, ça fait déjà depuis 4 mois que j'apprends à tous ceux qui suivent les cours ces méthodes de boulot. Et donc ici, vous avez la mise en page du content avec le comparatif entre ChatGPT 5.2 et 5.4, les tableaux de positionnement, la mise en page et les codes couleurs. Donc honnêtement, ce sont vraiment des machines à exécuter du travail. Et dans le cas précis, par exemple, j'ai fait un rapport sur la comparaison des tendances des crypto-monnaies et sur les crypto-actifs avec ChatGPT 5.4. Il était capable d'intégrer tous les logos, de faire des conseils sur l'analyse aujourd'hui des actifs et les conclusions exécutives sur les marchés à suivre actuellement. Donc c'est vraiment une des IA qu'on peut utiliser dans le monde professionnel. Et si tu continues à l'utiliser avec les prompts en disant tu es un expert, tu sais tout faire, tu as toutes les compétences et que tu penses que ChatGPT 5.2, ChatGPT 5.4, Gemini et toutes les autres IA se promptent de la même manière, non, c'est pas le cas. Et pour cela, on va parler maintenant de quelques points faibles qu'il faut absolument que tu connaisses. La structure des prompts qu'on a utilisés, c'est essentiellement Claude qui me les a générés. Et l'idée, en fait, c'est de bien découper tes sections de travail, d'identifier chaque bloc de fonction et de faire en sorte que le modèle exécute de manière orchestration chaque bloc logique. Si tu fais pas ça, je te montre ce qui se passe quand tu demandes des prompts à ChatGPT 5.4. Et là, vraiment, c'est le moment, il faut que tu fasses hyper attention. J'ai demandé à ChatGPT 5.4 de me faire un prompt parfait pour me rechercher 20 entreprises de nettoyage à Paris avec leur numéro de téléphone et adresse mail et de m'indiquer ça sous forme de tableau. Voici ce qui s'est passé. J'ai mis en compétition ChatGPT 5.4 et Claude 4.6 en utilisant le système de raisonnement. Si tu lis le prompt de ChatGPT 5.4, il a l'air parfait. Tu es un agent de recherche B2B spécialisé dans la prospection d'entreprises françaises. Ton objectif est de faire un compte rendu final. Tu as des règles générales. Tu as une mission de trouver 20 entreprises. Tu as des critères de sélection. Ta méthode de travail, étape 1, étape 2, étape 3. Tu fais une synthèse. Tu as un tableau final. Bref, moi j'ai lu ce prompt et j'ai compris qu'il n'allait pas marcher. Et c'est là que je me suis dit, on va avoir un problème. Un gros problème avec ChatGPT 5.4. Et là, j'ai exécuté le prompt. Et normalement, je devrais avoir une liste de 20 entreprises parisiennes avec toutes les adresses, leur positionnement, les positions géographiques pour pouvoir exécuter du travail de recherche. Et pour preuve, en exécutant le prompt, il ne marche pas. ChatGPT n'a pas été en mesure d'appliquer ses propres instructions avec GPT 5.4. En comparaison, je demande le même prompt à Claude. Claude, Sonnet 4.6. Là, on touche un point capital sur l'architecture et l'hallucination des modèles. Le gros souci aujourd'hui, c'est qu'on a tous appris à lire des prompts en voyant tu as un rôle, tu as des étapes, tu as des objectifs, tu as un format. Et là, vous avez cru voir des spécialistes du prompt. Il n'en était rien. La majorité des contenus, pour pas dire la quasi-totalité des contenus, c'est du pur marketing. Vous avez des spécialistes à 99 € qui sont des spécialistes du prompt mytho-prompt. Le prompt mytho, c'est des systèmes qui ne marcheront pas et c'est exactement ce que sait faire ChatGPT aujourd'hui. Pourquoi ? Pour une raison très très simple. On a tellement entraîné ChatGPT avec les méthodes d'écriture humaines qu'elle est complètement inefficace sur le plan des fonctions des agents IA. Les modèles sont entraînés sur des données massives, mais d'où elles viennent ces données ? De tous les utilisateurs. Et comme ils n'ont pas fait un travail de nettoyage des bases, vous avez les pires habitudes de structure de prompt qui sont mis dans le 5.4. Et c'est régulier. Les prompts du ChatGPT 5.4 sont mauvais. Et si vous devez prompter, le premier conseil que je vais vous donner, c'est passer sur Claude Sonnet 4.6. Je lui envoie son propre prompt
et la clé aussi du système. Il a été capable de modéliser, alors en dehors du parti du rôle, qui ça, au final, si vous avez vu mes autres vidéos sur la compréhension des LLM, vous savez comment fonctionne un système de LLM et à quoi sont dues ses réponses. Vous avez les vidéos en description, je vous invite à les voir parce que ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses sur le contenu mytho-prompt des influenceurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le modèle de Sonnet 4.6 a été capable de modéliser le mode de fonctionnement beaucoup plus proche d'un système agent IA, en intégrant dans la partie terminale les variables de fonctionnement. Ici, donc, on a des variables. Donc, il nous a créé un prompt où on n'a que à changer les variables. Qu'est-ce que je recherche comme entreprise? Qu'est-ce que je recherche comme mot-clé? Qu'est-ce que je veux comme tableau de synthèse? Avec ces 3 variables, j'ai un prompt que je peux utiliser dans tous les modèles de type agentique. Et l'exécution, c'est simplement parfait. J'ai absolument ce que j'ai demandé. Et à partir de là, on peut passer à l'étape du boulot. Leçon numéro 1. ChatGPT 5.4 a été excessivement fait pour la discussion. En conséquence, ces prompts ne sont pas fiables. En utilisant ces prompts de type discussion, vous obtenez des modèles qui ne sont pas bons sur l'application des systèmes agentiques. Prompté avec Sonnet 4.6, au minimum, vous aurez d'excellents résultats. Quelles sont les différences fondamentales de ChatGPT 5.4 par rapport au 5.2? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Quand est-ce qu'il faut plutôt rester sur du 5.3? C'est ça qu'on va discuter dans cette partie. Alors, on va s'intéresser à certains points. Il y a une chose qu'il faut savoir, quand vous utilisez des fonctions MCP, quand vous avez environ 36 MCP, vous avez un contexte système de 123 000 tokens. Ça veut dire que vous ne le voyez pas, mais dans votre interface, il y a déjà 123 000 tokens qui sont rentrés. Quelle est la conséquence? Le premier point à savoir, c'est que la capacité de garder de la cohérence des modèles, c'est la capacité à travailler sur de longs contextes. Un des meilleurs modèles, si ce n'est pas le meilleur modèle actuellement, c'est Claude Opus 4.6, qui a une capacité de précision de 93% et de 76% pour 1 million de tokens. Alors, les gens et les influenceurs vous ont dit ChatGPT peut monter à 1 million. Attention, 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 faut pas se tromper. Oui, mais dans quelles conditions? Pas avec un score de 76. Si vous comparez ChatGPT 5.2 et 5.4, vous allez voir que la capacité à retenir les contextes est quasiment identique. Ils se tiennent à peu de choses près. Mais le décroché commence à partir de 128 000 tokens. Ça tombe bien, avec 36 MCP activés, sans avoir travaillé, vous êtes déjà à 128 000 tokens, sans avoir rien fait. Ce qui veut dire que vous commencez à bosser en ayant déjà 15% du contexte qui était perdu. Et quand vous allez travailler à 256 000, c'est-à-dire 50-60 pages, vous avez déjà perdu 20% du contexte. Et vous savez ce qui se passe ici? Claude, il a 93%, là où est l'autre à 80%. Donc ça pose un problème. Et il y a un deuxième problème, la facturation des tokens. Et là, il faut qu'on en parle. Primo, vous avez une double facturation des tokens sur le GPT 5.4. Ça veut dire que dans le système, en input, on est à 2,50. En output, on est à 15. Combien on était avant? 1,75, 14. Jusqu'à là, tout semble aller pour le meilleur des mondes. Mais quand vous regardez, à partir de 250 000 tokens, vous basculez au double et à 25% d'augmentation. Mais le problème, c'est que si c'était avec de bonnes conditions, je vous dirais pourquoi pas. Mais regardez bien, à partir de là, on a une chute vertigineuse des capacités de compréhension des contextes en 8 needles et on perd presque 45% avec un demi-million de tokens. Là où on est encore avec Claude Sonnet 4.6 autour de 84-85%. Donc quand on arrive à 1 million de tokens, on est entre 25 à 36% de compréhension. C'est-à-dire que vous avez pratiquement 75% de marge d'erreur. Donc comprenez que quand vous allez travailler dans ces zones ici, même à partir de 128 000, vous risquez de mettre des séquences d'hallucination à l'intérieur de votre texte parce que le modèle n'est pas capable d'extraire de manière précise les informations du contexte. Et là, ça pose un problème très important pour le domaine professionnel. Avec un taux de marge élevé, il faut impérativement que tous vos systèmes agentiques, votre gestion de contexte, soient au mieux en dessous de 128 000, au pire du pire en dessous de 256 000 tokens. Parce qu'au final, la partie qui est au-dessus de 256 000, pour moi, c'est du marketing. Ce type de performances, qui sont des performances similaires à ce que fait aujourd'hui Gemini 3.1, n'a aucun intérêt sur le plan pro. On ne peut pas avoir 80% d'erreurs. C'est pas possible. Donc vous l'avez compris, si vous devez bosser, restez toujours en dessous. La valeur de 256 000 tokens, ça correspond environ au total à 200 pages. Donc,
Quand vous envoyez un PDF, ne vous amusez pas à envoyer un PDF de 150 pages. Travaillez par petites séquences, restez dans la zone la plus propre possible, désactivez les MCP que vous ne vous servez pas pour rester le plus propre possible dans la mémoire de contexte de très forte incidence avec le modèle. Alors il y aurait encore plein de choses à dire à propos de ChatGPT 5.4, mais vraiment plein de choses. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans les formations. N'oubliez pas que si vous avez des questions, posez-les en dessous. Si vous avez envie de parler de sécurité, de hack, de système, comment le système aujourd'hui se protège du web, comment il choisit ses séquences, comment est impacté le système de raisonnement des IA avec le système de raisonnement avancé, posez-moi ces questions, ça sera avec plaisir qu'on parlera un petit peu plus technique. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, faire du consulting IA, j'ai une formation consulting IA, c'est le niveau 3. Le niveau 2, on apprend à faire tout ce que vous voyez ici, et dans le niveau 2, vous allez être déjà les meilleurs en termes d'ingénierie de prompt et d'utilisation d'agents IA. C'est tout ce que vous allez découvrir au sein des formations, le meilleur de l'IA. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Laissez un like, un boost si vous le souhaitez, et surtout, abonnez-vous.